Moi, je me suis lancé à 11 ans. C'est ce que je dis, j'ai passé plus de la moitié de ma vie à faire des vidéos sur YouTube. Comment je peux trouver un sujet qui dans 10 ans continuera à me passionner? Je suis un universitaire, faire ses recherches, regrouper ses sources, développer. Mes vidéos, elles sont développées quasiment comme des dissertations. Je me suis dit, il faudrait que je fasse une sorte de truc qui résume un peu l'histoire des youtubeurs. Si jamais une personne qui connaît rien, mais aussi une personne qui connaît, mais qui a envie de se rappeler, qui a envie de voilà. Est-ce que ça mériterait pas un vrai documentaire? Je connaissais très bien le sujet, personne l'avait fait. Pour moi, c'était l'opportunité, enfin tu vois, c'était la fenêtre de tir quoi. Moi, j'ai pas envie de tomber au-delà de la course à la méga prod, du truc de ok, faut que je fasse mieux. Non, en vrai, ce que j'ai fait, c'était très bien. Et si j'avais poussé un peu, et si je faisais des placements de produits, je pourrais en vivre. Ouais. Mais j'ambitionne d'analyser et de déconstruire un peu les contenus médiatiques, même de publicité de manière générale. Et je me vois pas dire méfiez-vous des influenceurs, mais par contre, utilisez mon code promo NordVPN. Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Je suis créateur de contenu. Avant, mon père tenait absolument à ce que je dise que j'étais étudiant jusqu'à il y a 2 semaines. Oui, c'est ça. Genre sur M6, tu étais étudiant. Exactement. Et parce que je me suis dit, si jamais mon père tombe dessus, faut pas qu'il fasse un autre AVC. Donc on va faire en sorte que tout se passe bien, quoi. Okay. Mais je suis plus étudiant, donc j'ai plus le droit de dire donc étudiant. Tu es créateur. Je suis créateur pour l'instant. De contenu sur YouTube où je fais des analyses de pop culture et culture médiatique au sens large. Très relou à définir parce que je parle de plein de trucs différents. Mais globalement, je pense que c'est ce qui définit le mieux, quoi. Analyse, pop culture, culture médiatique. Ta marque, c'est un peu vraiment d'aller creuser les sujets, d'avoir une... tu utilises le terme analyse, c'est vraiment ce que tu fais. Tu n'hésites pas à aller te documenter pas mal, à sortir des études, un peu comme un travail scolaire, j'ai envie de dire d'une certaine manière. Est-ce qu'on te le dit ça de temps en temps? Ouais, carrément. Bah, c'est aussi un peu à la fois ma plus-value et ma démarche, c'est le côté universitaire. Ouais. Moi, je suis un universitaire, c'est à la fac que j'ai appris ma méthode et ma méthodologie, elle est issue de la fac. C'est-à-dire faire ses recherches, regrouper ses sources, développer. D'ailleurs, mes vidéos, elles sont développées quasiment comme des dissertations. Ouais. Ce qui est aussi un problème, dans le sens où c'est beaucoup moins attractif que certaines vidéos plus storytelling ou quoi. Mais moi, je suis attaché aux sources en mode, ok, si je dis un truc, en fait, moi, j'étais en histoire. Et en histoire, ça peut paraître bête, mais tu peux pas juste dire en 1815 il s'est passé ça. Ouais. Ok, mais qui l'a dit? Qu'est-ce qui te le prouve? Pourquoi? Comment? Et si je dis un truc dans ma vidéo, bah, il faut que je puisse avoir un backup de non, en fait, c'est pas juste moi qui me suis regardé dans le miroir et qui me suis dit ah, c'est une bonne réflexion ça. Ouais. Non, en fait, c'est nourri quoi. Et ça te permet quand même d'aller de traiter tout type de sujets, même ceux les plus polémiques, parce que de toute manière, tu vas te protéger peut-être avec une analyse quand même qui est basée sur des documents, des faits, des choses. C'est ce que j'essaie. Et après, quand je fais une vidéo sur le wokisme, j'ai beau sortir toutes les études du monde, s'il y a des gens qui ont envie de m'insulter, ils vont m'insulter, tu vois, ils s'en foutent. Mais c'est un peu ce que j'essaye de faire. Après, c'est quasiment prétentieux, tu vois, de dire ouais, ma spécialité c'est de creuser les sujets. Tout le monde creuse les sujets à sa propre manière. Ouais. Quelqu'un qui va être très porté sur le storytelling, il va creuser son sujet parce qu'il va réussir à en retirer une histoire. Où moi je vais être peut-être moins bon là-dedans. Alors que moi pour le coup ça va vraiment être effectivement plus sur le côté réflexion et sur d'autres références quoi. Si on reprend un peu les bases, à quel moment tu te lances? Quelles sont les premières thématiques que tu vas aborder? Moi je me suis lancé à 11 ans. J'ai passé plus de la moitié de ma vie à faire des vidéos sur YouTube, ce qui est plutôt rare. Et à la base, moi je me lance, je fais des parodies de Very Bad Blague avec des potes. Excellent. Donc rien à voir. C'est la grosse période à l'époque avec le Balmacho. Exactement. Et ensuite, je fais des parodies du Visiteur du Futur. Ok, trop bien. Donc ambiance web série. Mais donc rien à voir avec ce que je fais actuellement. Donc, très influencé par la culture web quand même à l'époque. Déjà, carrément. Les deux. C'est vraiment. Moi je suis un nerd. Je suis un nerd. Donc en fait, j'ai commencé un peu sur les forums alors que j'avais 10 ans. Et ensuite, quand les réseaux sociaux y sont arrivés, moi en fait j'étais la première génération à avoir grandi avec. Tu vois, j'étais la première génération où à 10 ans, au fait Facebook ça existait, YouTube ça existait, etc. Et moi je me les suis pris vraiment en plein fouet, j'ai tout de suite vu le truc et je me suis mis dessus. Et ensuite donc je fais ces trucs de web série avec mes potes. Ensuite moi je fais du divertissement en solo qui n'avait pas trop de sens, je me cherchais un peu et c'était le moment où je commençais à essayer d'être plus à l'aise devant la caméra, développer le montage. Et à un moment c'est au lycée où je me dis il me faut un sujet, tu vois, il me faut quand même une petite niche. À ce moment-là il y a des créateurs de contenu comme Antoine Daniel qui commencent à faire des premiers mini burn-out de j'arrive pas à me renouveler, je sais plus où j'en suis. Et donc moi j'ai eu ce truc de ok, moi ça faisait déjà longtemps que je faisais des vidéos sur YouTube. Comment je peux trouver un sujet qui dans 10 ans continuera à me passionner? Et je regarde un peu autour de moi, je réfléchis et je me dis en vrai la pop culture. Et la pop culture c'est entre guillemets tellement large que
Tu vois, j'aurai toujours un truc à dire, il y aura toujours un truc qui m'intéressera à ce niveau-là. Et donc je me lance dans l'analyse de pop culture. Mais à ce moment-là, je suis en seconde, donc mes analyses, c'est même pas des analyses. Hein. C'est genre des vidéos de 6 minutes où je lis une fiche Wikipédia et Ouais, je mais dis 3 trucs. comme ça. C'est le début, c'est le principe. Et je trouve que c'est intéressant avec ma chaîne, c'est qu'on voit l'évolution Ouais. de quand j'étais lycéen et que je ressors ce que j'étudiais en philo au bac, et quand je suis en bac plus 5 et que je sors des thèses, quoi. Ouais, complètement. Bah, c'est vrai que tu te sers finalement, tu as vachement utilisé ton parcours aussi pour construire tes vidéos et ta manière de travailler. Donc ça, c'est assez rare finalement de pouvoir aussi bien exploiter un parcours scolaire dès le lycée. Hein, parce qu'il y en a d'autres qui ont commencé tôt, mais finalement, eux, ça leur a pas tout servi que ça, quoi. Ouais, bah après, c'est aussi lié à la thématique de ma chaîne. Et c'est. Moi, c'était une force et c'est aussi quasiment une nécessité. Parce qu'en fait, à un moment, là, cette année, j'étais en alternance, j'avais un mémoire à rendre, j'avais des examens, j'avais ma chaîne YouTube. Donc en fait, il y a un moment où c'était aussi une manière pour moi de mixer un peu tout. C'est-à-dire que quand j'étais en cours, ça m'aidait aussi à construire mes vidéos. Quand je construisais mes vidéos, ça m'est arrivé par exemple d'avoir des devoirs à rendre à mon école où c'était analyser une œuvre de la culture populaire. Bah, ça m'est arrivé de copier-coller une vidéo, d'enlever les moments où je demande les pouces bleus et de le rendre en devoir, tu vois. Et même mon mémoire, je l'ai fait sur la relation entre les youtubeurs et leur audience. Complètement, ouais. Et en fait, les entretiens de mon mémoire, c'est les entretiens qui sont dans mon documentaire. Oui, c'est une manière de bien croiser les chemins, donc c'est parfait. Et surtout, j'aurais pas pu faire autrement, parce que ça demande trop de travail. Et d'ailleurs, tu fais beaucoup un peu une méta-analyse, parce que du coup, tu es toi-même créateur de contenu, tu analyses beaucoup les créateurs de contenu, donc tu prends plusieurs casquettes. Aujourd'hui, quand tu parles de ton mémoire, donc c'est assez récemment, je crois que tu l'as rendu. Je t'avais demandé est-ce qu'il sera disponible un jour ou l'autre. Bientôt. Et normalement, en fait, moi j'aurais pu le partager, mais je sais qu'il va être publié sur la bibliothèque de ma fac. J'attends qu'il le soit, il sera dispo. Donc sur les relations parasociales, c'est comme ça qu'on dit. Moi je dis transparasocial, mais ouais, justement, c'est le sujet du mémoire. Ok. Si on vulgarise vraiment le truc, c'est le fait que les gens qui regardent les créateurs ont vraiment cette sensation de les connaître. Limite, on peut les aborder dans la rue comme si c'était des amis, alors que ces gens-là ne te connaissent pas toi en tant que viewer, et ça peut créer vraiment une grosse différence de relation et devenir parfois gênant. Est-ce que toi, c'est bien? Je l'ai pas trop mal résumé. Ouais, non, c'est ça. En fait, à la base, ça a été un concept qui est né dans les années 50 et à la base, c'était une interaction parasociale. En fait, c'est l'impression de dialogue qu'on a quand on regarde, mais comme les gens qui vont regarder cette interview et qui vont avoir un peu l'impression d'y participer, tu vois. Donc c'est cette relation médiée et qui fait qu'effectivement on se sent proche des célébrités. C'est ça. Et du coup, est-ce que toi maintenant, de l'autre côté, enfin un peu le côté créateur, est-ce que tu ressens aussi ça par rapport là quand tu rencontres les gens? Est-ce qu'il y a une proximité que tu te dis, elle est pas vraie cette proximité-là, mais bon, après des fois ça peut très bien se passer aussi. Ah non, mais c'est pas un problème en soi en fait, parce que c'est un truc qui est inné à YouTube. Moi ça va, je l'ai pas trop parce que dans la rue, tu vois, je me fais pas trop reconnaître. Mais le peu de fois où ça m'arrive, je le raconte tout le temps. C'est difficile parce qu'encore ici, tu le sais, parce que les gens ils viennent, ils font la queue, ils viennent. Mais moi, ça m'arrive d'avoir des gens qui me reconnaissent et tu sais, qui me regardent comme ça. Et je suis en mode, mais est-ce que. En plus, moi, j'habite dans ma ville où j'ai toujours vécu. Est-ce que c'est une ancienne connaissance, un voisin. Bah ouais, c'est ça, un voisin et qui me reconnaît et où je dois le reconnaître, ou est-ce que c'est juste un mec que je connais pas en fait, et qui ensuite vient me voir et je vois qu'il me connaît, moi je le connais pas, et donc il y a toujours, c'est effectivement 10 secondes un peu de, je dirais pas malaise, ça serait abusé, mais ouais, d'asymétrie en fait. Il y a vraiment une asymétrie. Ok, donc ça c'est un sujet qui t'a passionné, qui te passionne toujours et qui va continuer à alimenter. Tu as bossé aussi, tu l'as mentionné là très rapidement, tu as eu un gros projet, c'est un docu en 3 parties si je ne me trompe pas, exactement. 2 qui sont sorties, une qui arrive là très prochainement, avec une diffusion d'avant-première qui va pas tarder. À quel moment tu dis je vais me lancer vraiment dans The Projet et comment tu travailles là-dessus? En fait, je sais même pas comment je me suis vraiment lancé dans ce projet, mais on n'a pas dit c'était quoi. Donc c'est un docu qui retrace l'histoire des youtubeurs en France. J'étais en fin de stage et j'avais 3 mois d'été un peu à rien faire. Et je me suis dit ça serait marrant de relancer ma chaîne Twitch. Je l'ai jamais fait. Mais en voulant relancer ma chaîne Twitch, je cherchais un peu des sujets et je me suis dit ça serait marrant de react à des reportages ou des documentaires sur les youtubeurs. Et du coup j'en ai regardé un ou deux et sans méchanceté, j'ai trouvé ça vraiment pas bien fait. C'est-à-dire que c'était soit pas du tout approfondi, soit c'était sur un angle beaucoup trop autour de l'argent, machin truc et tout. Il y a des vidéos qui s'effacent, il y a des chaînes qui disparaissent, il y a des gens qu'on oublie. Et je me dis c'est dommage, c'est des gens qui aujourd'hui ont participé à un mouvement énorme, à une culture énorme.
et qu'on est petit à petit en train d'oublier et de pas réussir à comprendre correctement. Et je me suis dit, il faudrait que je fasse, et enfin au début il faudrait qu'on fasse, c'était l'idée, tu vois, avant de me dire moi-même de le faire, et une sorte de truc qui résume un peu l'histoire des youtubeurs. Si jamais une personne qui connaît rien, mais aussi une personne qui connaît, mais qui a envie de se rappeler, qui a envie de voilà, continuer à vivre avec ça, un documentaire sur l'histoire des youtubeurs. Et ensuite je me suis dit, bah en vrai pourquoi pas moi quoi, pourquoi je pourrais pas le faire, et je me suis lancé du coup dans ce projet. Petit à petit j'ai défini un peu les périodes, je me suis dit que en faire un seul ça serait impossible tellement il y a de trucs à raconter, et j'ai défini 3 périodes temporelles, j'ai défini les dates de sortie, et je me suis dit ok allez je me lance là-dedans. Est-ce que du coup, tu as réussi à faire un parallèle avec ce que toi, le YouTube que tu as vu grandir, et ce qui se passait aussi à côté vis-à-vis des créateurs de l'époque et la vie qu'ils menaient? Ouais, bah complètement, c'était le but, c'était de pas faire un documentaire sur mon YouTube. Ouais. Ce qui aurait pu être intéressant aussi, mais tu vois, dans le premier documentaire, il y a toute une partie sur les youtubeuses beauté. Ouais. Moi, j'ai jamais regardé les youtubeuses beauté. Et pourtant, c'était super intéressant, et c'était quasiment la partie la plus intéressante à analyser, parce que c'est vraiment un phénomène très fort, et qui a pourtant été très vite rejeté et qui est un peu tombé dans l'oubli quoi, comme si ça avait jamais existé, alors qu'à un moment c'était un énorme truc. Donc non, ça m'a vraiment permis d'avoir un nouveau regard aussi, d'avoir plus de recul, et je pense à beaucoup de gens de revivre un peu cette période-là et de mieux y réfléchir et de mieux même comprendre le YouTube de maintenant. Parce que tu vois, c'est comme le cinéma, si tu t'intéresses à l'histoire du cinéma, tu comprends mieux le cinéma d'aujourd'hui. C'est ça. Et là, en plus, tu disais tu termines tes études, il va falloir que tu te relances dans un projet, quoi. Il va falloir s'occuper. Pour ensuite, après le docu. Ouais, j'ai un projet perso qui va me prendre du temps, ok. Qui est pas du tout lié à YouTube, mais ouais, je sais pas pour l'instant. En fait, j'ai pas envie de me lancer un projet Pas de pression. Pas de projet et surtout pas de projet pour le projet, tu vois. Ouais. Parce que parfois, il y a ce truc, notamment chez les youtubeurs, de vouloir faire plus. Et moi je sais pas si je ferais plus que ces 3 documentaires. T'as fait une vidéo là-dessus, non, un peu sur ce côté, sur la course à la méga prod? Bah c'est un des chapitres de mon prochain docu qui est sur la période actuelle de YouTube. Donc forcément j'en parle longuement. Mais ouais, moi j'ai pas envie de tomber au-delà de la course à la méga prod, du truc de ok faut que je fasse mieux. Non, en vrai ce que j'ai fait c'était très bien. Et j'ai déjà des idées là. Il y a un des chanteurs de One Direction qui est mort récemment, probablement d'un suicide overdose, enfin il allait pas bien en termes de santé mentale. C'est des sujets que j'ai déjà abordés sur ma chaîne, mais je me dis, est-ce que ça mériterait pas un vrai documentaire sur les dessous de cette industrie en termes de santé mentale et de comment sont entourés les artistes, tu vois. C'est un truc qui je pense pose de plus en plus de questions et peut être intéressant justement en long format. Mais c'est une ébauche de réflexion, ça se trouve dans 3 mois, je me rendrai compte qu'il y a un docu qui l'a mieux fait que moi. Pour l'histoire des youtubeurs, il y avait vraiment la conjonction de je connaissais très bien le sujet, personne l'avait fait, en tout cas personne l'avait fait comme je voulais le faire, et pour moi c'était l'opportunité, enfin tu vois, c'était la fenêtre de tir quoi. Sachant que toi de toute façon dans ton contenu, t'apprécies de travailler aussi avec l'actu, c'est-à-dire que bim, Norman sort sa vidéo d'excuses, bah tu vas analyser le truc. Je l'ai pas faite justement, exprès, c'est la seule que j'ai pas faite. Je crois que t'as sondé sur Instagram. J'ai sondé justement et je me suis dit... Allez, vas-y, justement, pour éviter de surfer sur cette actu en particulier. Mais Inox Tag, par exemple, je l'ai fait. Oui, t'as fait sur Inox. J'ai fait sur Inox. T'as fait là, la grosse vidéo sur le wokisme aussi, en sachant que t'allais forcément avoir des commentaires dans tous les sens, quoi. Donc, bien sûr, et même là, je vais faire sur les loups-garous. Parce qu'il y a la série Canal et le film Netflix qui va sortir mercredi là. Donc non, je le fais toujours. Après, comme j'ai dit, voilà, Norman par exemple. Là, je vais en faire une sur les excuses des youtubeurs, mais du coup, j'aurais attendu un peu, tu vois. Il y a un peu un truc de sur ces sujets-là, j'ai pas envie pareil sur la mort du mec de One Direction. Oui. Ça fait peut-être un peu trop. Ouais, c'est un peu trop tôt, ça fait un peu trop rapace, quoi. J'ai pas envie c'est pas ce que j'ai envie de renvoyer, quoi. Sachant que dans ta ligne édito, pour l'instant, c'est 0 sponsor. 0. D'accord. Ça, c'est un truc auquel tu te tiens particulièrement. Complet, ultra important pour moi. 2 raisons. Première raison, c'est pas mon métier, ça le sera pas. En tout cas, on dit, tu vois, jamais dire jamais. Mais c'est pas vraiment. Quand on te dit, tu veux faire quoi plus tard, tu dis pas, je vais être youtubeur. Ouais, au contraire. Et tu vois, j'aurais pu vu le niveau d'abonnés que j'ai, si j'avais poussé un peu et si je faisais des placements de produits, je pourrais en vivre. Mais jamais l'ambition, parce que je pense que c'est un métier très difficile qui rend même fou. Moi, ça me rendrait fou. Tu vois, quand il y a une vidéo qui marche pas, j'ai vraiment, tu vois, je suis pas bien. C'est ce qu'on ressent, et je me dis, si jamais le remplissage de mon frigo en dépendait, ça me rendrait fou. Et même ça m'interdirait de faire des sujets. Genre ma dernière vidéo, enfin l'avant-dernière, j'ai fait sur le Comte de Monte Cristo, le film. Plus de 8 millions d'entrées en salle pour un film de quasiment 3 heures historique qui adapte une œuvre littéraire sortie il y a 2 siècles. Et moi, tu vois, justement, j'ai beaucoup aimé l'affaire, j'ai beaucoup aimé le film, mais je savais que la vidéo elle marcherait pas. Parce que c'était pas. Genre, le film était sorti depuis 3 mois, c'est pas complètement un sujet pour mon audience. Mais je me suis dit, j'ai envie de la faire. Et
Et si jamais ça avait été mon métier, je me serais peut-être dit, prends peut-être plus un autre sujet plus gros. Donc ça, et pour les sponsors aussi, il y a un côté d'éthique pour moi. Parce que j'ambitionne d'analyser et de déconstruire un peu les contenus médiatiques, même de publicité de manière générale. Et je me vois pas dire, méfiez-vous des influenceurs, mais par contre, utilisez mon code promo NordVPN. J'avais pas de NordVPN, c'est vrai que ou autres qu'on voit tout le temps, CyberGhost et autres, mais c'est vrai que c'est difficile d'y croire à la fin, quoi. Enfin, c'est vrai que moi je comprends complètement les créateurs de contenu qu'ils font. Il faut en vivre. En fait, ils ont raison. Je pense qu'en tant que viewer, il faut s'éduquer en disant ok, ils font ça parce qu'ils ont besoin d'en vivre. Le moment où c'est marqué contenu sponsor, oubliez ce qu'ils sont vraiment en train de dire. C'est plus vraiment eux. Mais donc, ça marche quand même, hein, sinon ils le feraient pas. Mais donc moi je me verrais pas faire ça, vendre des trucs à mon audience, parce que c'est pas ma démarche. Souvent je compare ça peut paraître prétentieux, mais à un peintre amateur, tu vois. Le mec qui peint dans son garage. Si jamais il y a Coca qui vient le voir et qui lui fait pour 100 € tu mets le logo Coca-Cola en plein milieu de ta peinture, le mec il va dire non en fait. Et moi c'est pareil, j'ai pas envie qu'en plein milieu de ma vidéo il y ait un segment de NordVPN. Il y a déjà des pubs avant, il y a déjà des pubs pendant. Oui, que tu ne maîtrises pas forcément en plus. Donc moi j'ai envie que quand les gens ils lancent ma vidéo, ils soient en mode ok, ça sera full la vidéo d'Adam Bros. Ok. T'as un podcast qui s'appelle Les Frangins Vidéo Club. Frangins Vidéo Club tout court. Frangins Vidéo Club. Ça parle de quoi rapidement Podcast ciné, au début sans ambition, c'était vraiment l'objectif avec mon frère, lui il est comédien, il fait du stand-up et on n'a pas forcément beaucoup de temps pour se voir parce que on a 2 activités parallèles qui prennent beaucoup de temps. Et on aime tous les 2 le cinéma et on a quand même une bonne synergie ensemble, on s'entend bien et tout, et on s'est dit que ça serait sympa de se réunir une fois toutes les 2 semaines, 1 heure pour parler de ciné. Et donc on a lancé ce podcast il y a maintenant 4 ans, et là on a relancé un peu une nouvelle formule parce que ça y est, on commence vraiment à trouver notre ton, notre ligne édito, etc. Et donc en gros toutes les 2 semaines on sort un nouveau podcast d'une 50aine de minutes où on revient sur un film. C'est un peu moins académique que mes vidéos. C'est plus on parle quoi. C'est plus on parle, il y a de l'analyse quand même, et à chaque fois on va essayer d'aller chercher d'essayer d'expliquer certaines scènes, d'expliquer certaines histoires, etc. Mais c'est vraiment plus chill, et l'objectif c'est d'être écouté à côté, donc pour l'instant on peut l'écouter partout. On peut l'écouter partout, Apple Podcast, Spotify, YouTube. Maintenant on a une chaîne YouTube, c'est pour ça, mais globalement partout. Ok, super, on fait des signes de ouf. Ouais, je vois ça. Il y a carrément, dans 2 secondes, il y a une lumière rouge qui s'allume et 2 gardes qui viennent me mettre dehors. Donc je m'en vais. Merci beaucoup, Adam, d'être venu sur le plateau Jeux Corner. Ça nous a fait grave plaisir. Et puis on espère qu'on te reverra, qu'on parlera de plein d'autres projets. Voilà, c'était trop bien. Avec plaisir, merci.